Alors, bonsoir à toutes et à tous. Tous parce que on espère que des hommes vont se connecter pour assister à notre conférence. On a bien l'intention ce soir de parler notamment de la place des hommes dans les parcours d'AMP. Donc, on serait très content qu'il y ait quelques hommes parmi nous. Alors, nous sommes mercredi, on est en plein dans la semaine, au milieu de la semaine de sensibilisation à l'infertilité, qui est organisée pour la 7e année consécutive par le collectif BAMP, dont je suis membre depuis 2013. Je salue Aurélia, qui est là, qui co-anime cette soirée avec moi et qui est bénévole à Marseille. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis très heureuse, et Aurélia avec moi, je le sais, parce qu'on en a discuté en amont, d'accueillir ce soir deux invités de marque, qui sont deux femmes médecins. Élodie Scalissi, qui est biologiste au Centre Urbain 5 à Avignon, le centre qu'elle dirige d'ailleurs, et le professeur ou la professeure Catherine Ronquière, qui est gynécologue au CHU de Strasbourg et chef du service d'AMP du CHU de Strasbourg. Voilà. Alors le thème qu'on vous propose en fait pour la conférence de ce soir, c'est un peu une blague, quoi. C'est un peu un clin d'œil. La conférence est titrée l'AMP, point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que ce truc, l'AMP? Eh bien, c'est tout ce qu'on ne dit pas, qu'on ne dit jamais sur la PMA. Et c'est une façon de blaguer, justement, mais pas tant que ça, parce que, en fait, la PMA, vous avez sans doute remarqué, tout le monde sait, grosso modo, ce que c'est. Ça occupe beaucoup de place dans le débat public. Ça occupe beaucoup de place dans les médias. Tout le monde a un avis sur la PMA. Tout le monde croit savoir ce que c'est que la PMA. Et puis nous, patients, nous, membres du collectif BAMP, et puis gens qui sommes intéressés par tout ça, concernés, eh ben, en fait, on comprend à un moment donné que les médecins qui nous reçoivent, qui cherchent le meilleur traitement pour nous, en fait, la façon dont ils nomment les choses, c'est l'AMP. C'est-à-dire exactement les 3 lettres, mais dans l'autre sens. Et c'est comme l'envers du décor, en fait. Et le jour où on comprend ce que c'est que l'AMP, ben, c'est qu'on est devenu un patient. Et c'est pas facile de devenir patient en réalité, parce que ça inclut une part d'acceptation de son infertilité. Ça veut dire qu'il va falloir s'en remettre à la médecine pour arriver à concrétiser un projet d'enfant. Et c'est quelque chose d'assez douloureux, d'assez lourd, en fait. Et ce soir, en fait, on a l'intention de vous inviter à discuter avec nous, à partager des informations autour justement de comment mieux vivre ces parcours. Parce que les médecins qui sont là ce soir avec nous sont des médecins qui sont attentifs au vécu des patients et qui ont proposé, et qui continuent de proposer et qui, on n'en doute pas, continueront à essayer de faire en sorte que ces parcours soient les moins rudes possibles. Voilà. Alors, je voulais juste vous préciser avant de lancer véritablement cette conférence que moi, comme Aurélia, on est des patientes de l'AMP, on est des membres évidemment du collectif BAMP. Moi, je suis journaliste depuis 25 ans, je suis également sophrologue depuis quelques années, et c'est en discutant en fait de tout ça avec la philosophe Cynthia Fleury qu'elle m'a proposé, invité en fait à écrire quelque chose sur ces parcours. Et ça a donné lieu à un petit livret que voici, qui est publié sur le site de la chaire de philosophie à l'hôpital et qui est l'occasion justement de faire un point sur comment les patients vivent les parcours, comment les parcours sont organisés en France, parce qu'on se retrouve là, et ça va me permettre de faire le lien avec l'actualité, on se retrouve là à un tournant dans l'histoire de l'AMP ou l'histoire de la PMA pour parler de façon large. Cet été, la loi de bioéthique, la révision de la loi de bioéthique a été adoptée, la loi est désormais votée,
il y a une mesure phare qui est l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, c'est-à-dire pas qu'aux femmes hétérosexuelles en couple, mais aussi aux femmes seules et aux couples de femmes. On est très heureux de cette révolution. Ça acte quelque chose et maintenant, les parcours vont intégrer ce nouveau public et ça va demander beaucoup d'adaptation en fait à tout le monde. Donc je voulais, à travers ce petit recueil, faire un point, une sorte d'état des lieux à ce moment historique en fait de la PMA. Voilà. Et en préambule de notre conférence, parce que justement on a l'actualité de cette loi et parce que le collectif BAM s'est beaucoup battu pendant les discussions de la loi, pendant le vote, pour essayer de faire entendre la voix des patients, je voudrais faire un point avec vous, professeur Catherine Rongière, sur cette loi qui était porteuse de beaucoup d'espoir, qui a permis des avancées, mais qui a aussi calé sur d'autres points. Et vous étiez monté au filet, vous êtes monté au filet pour demander des outils dont disposent les équipes médicales dans des pays très frontaliers européens. Et puis, malheureusement, ça ne s'est pas passé. Est-ce que vous voulez nous faire un petit résumé de votre vision du débat autour de ce qu'on a appelé le DPIA? Oui, alors je voulais juste d'abord vous remercier pour l'invitation. Premièrement, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. On a essayé de discuter de tout. Alors, on savait quand même un peu que la prise en charge des femmes en couple et des femmes seules allait passer. C'était, je pense, éminemment politique. Et donc, il n'y avait pas une vraie bagarre, en fait, à avoir. Par contre, l'autoconservation ovocytaire n'était pas forcément gagnée. Et puis, le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdie n'était pas du tout gagné. Et d'ailleurs, nous l'avons perdu. Donc, on a essayé véritablement d'expliquer les choses aux politiques, aux députés. Je peux comprendre que ce soit compliqué. Je peux comprendre que moi qui baigne dedans tous les jours, les choses me paraissent limpides, mais que pour un politicien qui s'occupe de mille et une choses, essayer de comprendre et prendre la mesure de ce que ça représente, c'est compliqué pour lui. Je suis un peu déçue qu'il n'ait pas pris le temps, ou en tout cas écouté ce qu'on avait à leur dire, parce que on a écrit des articles, on les a rencontrés, on leur a expliqué ce que c'était réellement et ce que ça pouvait apporter en termes de résultats. D'ailleurs, aussi bien aux couples hétérosexuels qu'homosexuels, hein, parce que je pense que ça concerne tout le monde et ça concernera tout le monde. Et malheureusement, ça n'a pas été entendu. Donc, c'est véritablement dommage parce qu'on est encore en train de fabriquer, entre guillemets, des embryons dont on sait qu'ils ne se développeront pas. Voilà, peut-être, professeur, on peut préciser que vous en aviez besoin. Pourquoi, en fait? Alors, le diagnostic préimplantatoire, avec une recherche d'aneuploïdie, ça nous permet de rechercher les aneuploïdies sur les embryons. Donc, les aneuploïdies, c'est des sortes d'erreurs chromosomiques qui font que les embryons soit vont s'implanter mais ne vont pas se développer, soit ne vont pas s'implanter du tout parce qu'ils ne vont pas se développer du tout. Ça veut dire fausse couche. Ça veut dire soit fausse couche, soit absence d'implantation. D'accord ? Et donc, on sait très bien que sur le nombre d'embryons qu'on fabrique, il y en a un certain nombre qui est anormal, oui, c'est ça. Et et d'autant plus si les patientes ont un certain âge. Plus les patientes vieillissent et plus les embryons vont être en pourcentage de plus en plus, entre guillemets, anormaux. Alors, quand je dis anormaux, c'est que c'est des embryons qui ne sont pas voués à se développer. C'est des embryons qu'on va transférer, entre guillemets, pour rien, parce que de toute façon, soit ils ne vont pas s'implanter du tout, soit s'ils s'implantent, ils ne se développeront pas suffisamment pour entraîner une grossesse évolutive et la naissance d'un enfant. Donc, ce n'est pas un choix de qualité
qualitative, des yeux bleus, une C'est couleur. pas l'eugénisme dont on a accusé. Voilà. C'est juste la possibilité de transférer l'embryon qui sera susceptible de se développer et d'éviter aux patients et aux patientes et aux couples, et en tout cas jusqu'à aujourd'hui aux couples, de pouvoir de ne pas avoir à vivre ces échecs répétés pour lesquels d'ailleurs ils se culpabilisent très souvent, alors qu'en fait c'est uniquement lié à la qualité de l'embryon et ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont couru, etc., etc. Donc c'était très important. Ça, on ne le ferait pas à tout le monde parce que ça n'avait pas un intérêt de le faire aux femmes jeunes, ça avait un intérêt à le faire à des femmes d'un certain âge et à des femmes qui présentaient des échecs répétés pour lesquels on pouvait peut-être optimiser un petit peu. On aurait pu tout à fait se retrouver avec des patientes pour lesquelles on n'avait pas la possibilité de transférer des embryons parce qu'aucun n'aurait été suffisamment équilibré pour pouvoir se développer, simplement se développer. Hein, d'accord ? Donc, je crois que c'est vraiment très, très important, d'autant plus qu'on fait quand même du diagnostic prénatal à ces mêmes patientes qui ont eu un transfert pour essayer éventuellement de trouver des anomalies. Et donc, il y a quelque chose que je n'arrive pas, moi, à comprendre. Où a été le gap et quelle a été la difficulté. Je pense qu'il va falloir en tout cas qu'on travaille pour essayer dans le cadre de la nouvelle loi, qui malheureusement ne sera peut-être pas avant 5-7 ans, essayer de faire passer des messages très clairs. On n'a peut-être pas été assez clair dans nos discours. Alors, bon, ça, en fait, c'est très mystérieux, effectivement, pour beaucoup. On est un certain nombre, en fait, à regretter que cet outil ne soit pas à disposition des médecins désormais. Ça nous permet aussi d'entrer dans le vif de notre conversation, qui est la façon dont on vit les parcours. Et comment vous, médecins, et puis nous, patients, parce qu'en fait, c'est une co-construction, tout ça, on peut essayer de mieux vivre les choses. Et c'est vrai que le DPIA, ça aurait pu aider. On sait que la charge émotionnelle est très forte pour les patients, et notamment pour les femmes, disons-le, puisque ce sont elles qui vont souvent préparer le dossier médical, c'est elles qui vont beaucoup au rendez-vous, c'est elles qui portent l'enfant, évidemment, quand la grossesse est là, et même quand il y a un cas d'infertilité masculine, quand l'infertilité vient de leur conjoint, c'est elles qui supportent le traitement de stimulation en vue de la FIV. Donc, aider en fait ces couples à moins se heurter à des grosses difficultés comme ça, à des échecs qui sont douloureux, évidemment, c'est tout l'enjeu en fait de cet outil. Bon, voilà, il va falloir faire sans pendant encore quelques temps. Je vous invite maintenant justement à entrer dans les parcours et dans la façon dont on les vit. Je ne sais pas si parmi nos gens connectés, des hommes nous ont rejoints, mais on se disait, nous, au sein de BAM, qu'il y avait quelque chose à faire, en fait, autour de la place des hommes. Parce que eux-mêmes sont souvent un peu démunis quand il faut se résoudre à entrer en AMP, savent pas toujours comment faire pour aider leurs femmes ou leurs compagnes, et puis parfois aussi n'ont pas d'interlocuteur véritablement. C'est-à-dire que longtemps, moi, mon parcours maintenant a 10 ans, mais je sais que ça arrive encore, en consultation, c'est pas à mon compagnon qu'on s'adressait. C'était à moi. C'est-à-dire, oui, moi, parce que la femme, la charge mentale, tout ce qu'on veut, mais voilà. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire là dans ces parcours pour que les hommes soient davantage intégrés et qu'ils aient eux aussi des interlocuteurs. Peut-être en plus des gynécologues. Et Élodie Scalici, vous êtes médecin biologiste, et la première fois qu'on a discuté ensemble, vous m'avez dit que c'était justement en regardant les qualités des gamètes masculines, vous vous êtes dit qu'il y avait quelque chose à faire et un dialogue à ouvrir avec les hommes. Vous aviez besoin de les rencontrer, de leur parler, et vous avez
à Avignon, au centre urbain 5, développé quelque chose de particulier pour eux. Est-ce que vous voulez nous le présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est vrai que dans le centre d'AMP d'Avignon, donc, on a eu toute une réflexion autour de l'homme. Déjà, ça a commencé par le fait que souvent, ce qu'on constatait, c'est que l'homme recevait donc son résultat de spermogramme sans explication. Donc souvent des résultats pathologiques, plus ou moins graves, hein, d'accord. Mais c'est vrai que il se retrouvait un peu démuni face à ces termes un peu barbares et il n'y avait pas vraiment d'explication derrière. Donc déjà, nous, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle entre guillemets, des prestations de conseil, plus précisément, c'est-à-dire que dès qu'on a un spermogramme pathologique, on voit systématiquement donc le monsieur, on lui explique, on lui interprète tous les résultats du spermogramme et surtout, deuxième point, on lui explique qu'il y a une solution et qu'on peut avoir recours donc à une procréation médicalement assistée, voilà, qu'il n'y a pas de, c'est pas, voilà, qu'on peut concrétiser leur projet parental. Donc, c'est une ouverture qui est un peu différente. Effectivement, la démarche, c'est que donc c'est le monsieur qui va être vu en consultation en première intention et c'est lui qui va ensuite donc discuter avec sa compagne et ensuite on reçoit le couple. Donc, c'est pas tout à fait la même dynamique. Et donc, c'est vrai que on a constaté donc que les hommes ils se sentaient un petit peu plus partie prenante finalement dans le parcours. Donc ça vraiment c'était plus du tout la même approche. Donc on a eu des retours très positifs et puis après donc on s'est basé, c'est ce qu'on fait de manière générale effectivement dans le centre, on se base en premier lieu sur effectivement les remarques, les retours que nous font nos patients pour essayer effectivement d'améliorer la qualité de prise en charge. Et c'est exactement ce que vous disiez, Marie-Joëlle, c'est que ce qu'on a constaté, c'est que les hommes, c'était un peu les laissés pour compte finalement dans ce parcours. Ils se sentaient impuissants face effectivement à la souffrance que pouvaient générer les traitements, les ponctions successives de leur compagne. Ils se trouvaient aussi dans des états parfois de stress, d'inconfort dans ces salles de recueil étriquées, aseptisées, voilà. Donc vraiment, voilà, c'était pas. Enfin, en tout cas, c'est les retours que nous ont fait donc les patients. Et donc on est parti de ce constat et on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait créer, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme environnement pour essayer donc justement d'améliorer le parcours donc de ces hommes en PMA. Et donc, oui. Juste pour vous relancer un petit peu, c'est vrai que souvent, quand les hommes se retrouvent à devoir faire un recueil de sperme, comment dire, ils n'y vont pas de gaieté de cœur. Mais c'est pas simple. On leur demande, oui. Ils doivent donner à la demande. Donc sur un timing à respecter, etc. C'est vraiment pas simple pour eux. Donc c'est sûr que voilà, bon, c'est vrai qu'il y a tous les traitements hormonaux, les ponctions, etc. Mais pour eux aussi, il y a du stress lié effectivement à la prise en charge. Donc est née l'idée de créer un espace inédit dédié à l'homme qu'on a baptisé Spermapart. Alors pourquoi Spermapart ? Parce qu'on a vraiment créé un environnement assez conceptuel, façon appart contemporain, pour que justement les hommes et les couples se sentent un petit peu plus à l'aise, un peu comme chez eux, et abordent leur prise en charge avec un petit peu plus de sérénité. Donc dans ce Spermapart, au final, donc il y a un espace donc dédié exclusivement à l'homme, c'est ça qui est un petit peu inédit, avec donc 4 pièces de recueil. Mais ces pièces de recueil, elles ont certaines particularités. Donc, on est très loin de ce qui est fait dans d'autres centres. Voilà, on est très loin de ce qu'on peut observer habituellement, puisque ces pièces, elles vont donc avoir des thématiques. Elles sont conceptuelles. Donc, on a donc 2 salles de recueil qu'on a baptisées Andromède et Cassiopée, donc des noms de constellations parce qu'elles sont dotées de plafonds avec des LED, donc façon ciel étoilé. Et on a également 2 autres salles
qu'on a intitulé donc Body Double, qui est un peu plus érotique, on va dire 2.0, et Jumanji, où là, la décoration est un petit peu plus jungle. Donc vraiment des pièces où on va avoir donc une décoration, une ambiance intimiste, calfeutrée, pour essayer justement d'améliorer les conditions de recueil. Ouais. Et la particularité, alors, oui, pardon, excusez-moi. Ouais. Je termine. Allez-y. La particularité, c'est que ces pièces sont insonorisées et surtout dotées équipées de casques anti-bruit Bluetooth, donc pour que les hommes puissent vraiment être dans les meilleures conditions, les plus propices pour leur recueil, donc anti-bruit. Et ils vont pouvoir connecter un support multimédia de leur choix, donc à ces casques. Voilà. Ouais. Alors on est bluffé complètement. On comprend bien qu'il y a un énorme effort qui est fait sur le confort, quoi. Absolument. Voilà, sur l'environnement. Sur l'environnement et parce que la demande peut être un peu froide, quoi, au point de départ. C'est ça, exactement. Et que du coup, là, on met de la couleur, on met du confort, on met aussi quelque chose qui est du domaine de la réassurance pour les gens. Et c'est sans doute une offre très appréciable, quoi. On a de très bons retours. Hein. Ben, j'imagine. Ce qu'on ne voudrait pas perdre de vue non plus, c'est que permettre aux patients, hommes et femmes, de se sentir peut-être plus acteurs de leur propre parcours. Ça passe par des choses comme ça. Ça passe Exactement. aussi par des moments où on peut peut-être partager ce qu'on traverse avec d'autres. Nous, au sein du collectif BAMP, on organise des groupes de parole. Il y en a toute la semaine, mais il y en a toute l'année. En fait, on essaye de tenir une cadence assez soutenue. Catherine Rongière, je sais que vous organisez des groupes de parole aussi à Strasbourg. Oui, alors on a mis en place, ça doit être 5-6 ans, des groupes de parole pour que les patients puissent se retrouver. Donc, je fais ça avec une psychologue. Là, on a dû le suspendre avec le Covid et tout un tas de soucis. Mais donc, on faisait à peu près une fois par mois une réunion. Alors, on a essayé de choisir l'horaire idoine, on va dire, pour que les patients puissent venir sans que ça les encombre au niveau de leur profession ou de leur emploi du temps. Et on a eu des groupes absolument formidables, donc de gens qui, en fait, se retrouvaient, qui partagent quand même beaucoup de choses, beaucoup de difficultés semblables, se sentir un peu isolé, un peu seul, se retrouver avec des échecs répétés, ne plus vouloir en discuter avec l'entourage, ni les amis, ni la famille, parce que c'était trop dur de leur répondre. Les gens ne comprennent pas, hein, vous l'avez dit au départ, hein, ceux qui ne sont pas dedans ne savent pas vraiment comment ça se passe. Et donc, ça nous a aussi beaucoup appris à nous, parce qu'on s'est rendu compte véritablement des problématiques, même si elles sont assez semblables. Et ça, c'est intéressant, quelle que soit la situation, quelle que soit l'infertilité, quelle que soit la lourdeur de l'infertilité, ce n'est pas du tout la question. C'est juste le fait de se retrouver sans enfant quand on en a envie. Ouais. Et donc, ça a bien fonctionné. D'ailleurs, on a aussi créé des amitiés, hein, je pense, dans ces groupes de parole, des gens qui sont repartis bras dessus, bras dessous, à se donner des nouvelles et à partager des choses ensemble. Donc ça, c'est bien. C'est un peu dommage parce que les gens ont peur, je pense, de venir ils ont en même temps envie de ne pas être seuls, surtout entre la période, par exemple, du transfert et le dosage de bêta-HCG. Il y a une période un peu de no man's land où il ne se passe rien et où ils sont dans l'attente. Et donc, on pensait que ça permettrait à ces gens de pouvoir se retrouver, de discuter entre eux, parce qu'il n'y a vraiment que, entre guillemets, qui comprennent véritablement la difficulté. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir en discuter avec les autres. Ouais. Et pourtant, ils ont, je pense, aussi un petit peu peur. On a eu des hommes qui sont venus tout seuls. Voilà. Et je voulais juste te dire un mot sur les hommes, c'est que effectivement, j'espère qu'on fait attention à eux au maximum et en tout cas qu'on leur parle. Et j'espère en tout cas qu'en consultation, je ne parle pas qu'à ma patiente et je parle bien aux deux. Ceci étant, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de me retrouver seule avec des hommes parce que leurs femmes n'ont pas pu venir au dernier moment. Et en fait, ce serait absolument nécessaire, en fait. Alors, c'est sûr que l'interlocuteur privilégié, c'est difficile pour eux que ce soit la gynécologue parce qu'ils sont
ce sont des hommes. Mais en même temps, quand je suis seule avec eux, ils disent des choses qu'ils n'auraient jamais dites en présence de leur femme ou de leur compagne. Et je me suis même demandé s'il ne faudrait pas que j'ouvre des consultations exprès pour les voir seuls, en fait, pour les voir sans leur compagne. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a 24 heures dans une journée, 7 jours dans la semaine, et pour l'instant, je n'ai pas trouvé la possibilité de dupliquer tout ça. Mais ce serait possible. En tout cas, peut-être ouvrir la possibilité à ces hommes de pouvoir voir leur médecin, ou laisser un référent du couple seul, sans forcément leur compagne, pour pouvoir aussi parler de leurs peurs, de leurs angoisses, mais bien sûr, de leurs hésitations, des choses qu'ils ne vont pas exprimer devant leur compagne, parce que souvent, malgré tout, ils la soutiennent. Et quand elle est déçue ou malheureuse d'un échec, eh ben, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit, eux aussi, d'exprimer leur tristesse, parce qu'il faut soutenir leur femme qui a en plus vécu la ponction, le transfert. Forts comme des rocs, quoi. Ils s'imaginent qu'ils n'ont pas le droit, voilà, de montrer leur tristesse et leurs émotions. Et le disque ici, justement. Marie-Joëlle, excuse-moi, parce que j'ai des petits commentaires qui vont justement qui font écho à tout ce qu'on vient de dire. Donc David qui dit on se sent spectateur. Donc nous avons la chance d'avoir des hommes dans le public. Le témoignage qui est d'une personne qui dit mon mari, lors d'une IAC, son mari a dû attendre dans la salle d'attente. Pareil pour le monitorage. Bon, a priori, ça serait éventuellement lié au Covid, mais voilà, ils auraient aimé être ensemble pour ce moment. On a aussi Laura qui elle est suivie au Mans et qui est une gynécologue qui implique monsieur dans le transfert, comme elle l'écrit. Elle lui demande de l'aider au niveau de l'écho, d'être impliquée dans le parcours. Donc, a priori, c'est assez positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Robert qui dit que ça peut permettre aux hommes de passer la porte des centres d'AMP. Alors, je pense que ça, c'était peut-être en lien avec le spermapart. C'est comme ça qu'il s'appelle? Oui, c'est ça. Voilà. Et ensuite, on avait très important les groupes de parole pour un autre témoignage et une autre personne qui disait que effectivement que c'était des moments qui étaient très très anxiogènes et que pour son compagnon le protocole lui échappait, que elle était la seule à recueillir la plupart du temps les informations et que dans des moments où elle n'était pas finalement en pleine forme physique et puis émotionnelle. Voilà, donc pour les témoignages en lien. Et là j'ai une question, alors certainement par rapport au groupe de parole de Sindra qui dit « Bonsoir, j'aimerais savoir à quelle fréquence votre centre d'AMP propose les groupes de parole. » Alors là je suis pas, je mentirais parce qu'en ce moment, on n'en a pas pour 1000 raisons depuis un peu plus d'1 an, mais en général, c'était 1 fois par mois. On ne demande pas aux patients de s'inscrire, on leur demande de venir comme ils ont envie. Bien évidemment, c'est un groupe de parole, donc si vous avez un couple qui vient seul et c'est plus un groupe de parole, donc il faut qu'il y ait au moins 3 personnes ou différentes pour qu'on puisse véritablement discuter. L'idée était vraiment d'être présent, moi et la psychologue et moi-même pour un peu guider, aider, peut-être parfois donner un peu le top départ parce que les gens viennent, mais en même temps, ils ont un peu peur de parler sur le coup. Et puis ensuite, les choses vont assez vite. Et puis, ce qui est dit dans les murs reste dans les murs, hein, bien évidemment. Hein, donc, c'est vraiment un moment d'échange absolu. On a essayé d'en faire la publicité, de trouver des horaires un peu plus tardifs, un peu plus tôt. Enfin, je crois qu'il y a quand même une petite... les gens sont chez eux, il fait froid, il fait nuit, ils ont du mal à ressortir ou ils sont... Enfin, voilà, c'est pas toujours... on aurait aimé avoir un peu plus de monde. On a eu des moments très intenses, d'autres un peu moins. Mais je trouve que c'était une belle expérience pour nous, une belle expérience pour nos patients. Ouais. Et je pense que c'est important pour eux de pouvoir avoir ce moment d'échange avec vraiment des gens qui partagent la même problématique et les mêmes situations. Parce qu'en fait, quand ils discutent entre eux, on se rend compte qu'il
c'est exactement les mêmes questionnements, les mêmes soucis. Voilà. Alors ça, professeur, ça c'est des choses que nous, on expérimente aussi et très régulièrement dans nos groupes de parole. Certaines fois, on donne des thèmes à nos rencontres, parfois pas. Et c'est toujours des moments extrêmement forts, en fait. Ça veut dire aussi que les gens peuvent se sentir dans un grand état de solitude pendant le parcours d'AMP, quand bien même la vie sociale est dense tout autour, quand bien même on a des tas d'amis, ça n'a rien à voir. La solitude qu'on peut ressentir, en fait, on peut la partager avec d'autres qui traversent cette même épreuve. Et c'est ça, en fait, qui fait la force du groupe de parole. Et dans cette demande de communication, je rebondis là sur un des thèmes qu'on souhaitait aborder au cours de cette conférence, c'est le fait que les patients soient en demande d'échange avec les médecins. En demande d'échange, et parfois, il y a des incompréhensions. Ça peut être des incompréhensions toutes bêtes et qui sont souvent liées en fait à l'état émotionnel dans lequel on est patient. Qui venons d'avoir une FIV qui n'a pas abouti. Enfin, il y a eu la stimulation, il y a eu la ponction, ça a donné des ovocytes, on a pu faire de beaux embryons et puis paf, ça prend pas. Et ça, en fait, ce qu'on entend nous dans nos réunions, c'est que les gens sont très en demande d'un débriefing avec les médecins pour savoir ce qui s'est passé, connaître leur point de vue. Et moi, ça m'intéresse bien que toutes les deux, Élodie Scalici, peut-être vous pouvez nous en parler en premier, vous nous disiez en fait comment on fait avec cette charge, cette déception qui arrive là, qui est en fait des deux côtés, parce que les patients sont mal, mais les médecins sont mal aussi. Oui. Et professeur Rongière, je crois que vous avez quelque chose aussi à nous dire là-dessus après. Et du coup, oui, c'est vrai, il y a les deux facettes. Donc, c'est une prise en charge globale. Donc, il y a le versant médical, scientifique, mais aussi il y a toute la charge émotionnelle, le vécu émotionnel. Donc, je pense que voilà, l'idée, c'est de vraiment prendre en charge de manière globale nos patients. C'est indispensable. Nous, c'est vrai qu'on fait vraiment de la prise en charge personnalisée. Donc, on voit les couples en amont. On suit évidemment la tentative de A à Z. Rodistucmen et stratégie de transfert s'il faut. Et surtout, il y a un suivi, c'est-à-dire qu'on les voit après. C'est-à-dire que s'ils sont en échec, on les revoit pour faire ce fameux débriefing, leur expliquer les résultats de la tentative, de refaire le point sur chacune des étapes et voir ce qu'on peut leur proposer de mieux, ce qui peut être optimisé sur la prochaine tentative. Mais il y a quand même cette possibilité de discuter. Donc, soit... moi, je demande à revoir le couple en fonction des résultats, etc. Donc, il est tout de suite rappelé par nos secrétaires. Voilà. Soit ça peut être une décision, un choix du couple. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des créneaux de consultation qui sont adaptés pour ce suivi. Voilà. Donc, à la fois du point de vue biologique, mais aussi clinique. C'est presque systématique dans le centre. Est-ce qu'on peut vous demander aussi comment vous faites, vous, médecin, quand vous avez en face de vous des gens qui sont dévastés? Alors justement, on n'aborde pas que la partie scientifique. On aborde aussi le vécu émotionnel. Et justement, je ne veux peut-être pas déborder sur la prochaine thématique, mais vous avez compris où je voulais en venir. Mais si vous voulez, donc justement, en réceptionnant toute cette souffrance, toutes ces difficultés, c'est là qu'on a réfléchi encore une fois pour essayer de savoir comment on pouvait les aider au mieux avec bienveillance dans ce parcours si difficile et surtout s'il y a des échecs répétés, évidemment. Alors, une petite pause. Catherine Rongière, je sais que vous avez mis quelque chose en place aussi à Strasbourg à l'intérieur de l'équipe médicale. Racontez-nous. Alors, juste un petit aparté pour dire qu'on essaye évidemment de prendre en charge au mieux nos patients. Je pense qu'on n'est jamais parfait. Je pense qu'on n'a pas toujours le temps. Je pense qu'on est parfois entre l'échec d'une grossesse après transfert et l'échec, par exemple, d'une culture embryonnaire. C'est deux situations un peu différentes. Donc, voilà, on essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que c'est parfois, on n'est certainement pas parfait, loin de là. On essaye surtout de leur demander de nous solliciter pour nous voir. De toute façon, ils sont vus par le biologiste pour le résultat.
parfois c'est un coup de massue, donc ce n'est pas le moment où ils vont poser des questions, c'est plutôt a posteriori qu'ils vont avoir besoin de quelque chose et le débriefing est important. On essaye de faire de notre mieux, mais je suis sûre qu'on est loin d'être parfait là-dessus et qu'on peut encore beaucoup s'améliorer parce qu'on a aussi une surcharge de travail très, très importante, il faut quand même le dire aussi, et que parfois on ne sait pas trop où donner de la tête si on veut essayer de pouvoir s'occuper. Pour ce qui est du reste, je dirais que on a en fait, c'était plus pour des situations, c'est ce que je vous ai dit, on a essayé de créer grâce à une des sages-femmes avec qui on avait travaillé sur l'éthique au quotidien, c'est-à-dire les situations un petit peu compliquées dans le service, qui pouvaient interroger l'équipe et pas uniquement l'équipe médicale qui avait discuté de ce dossier dans le cadre d'un staff. On avait pu discuter pour savoir si on allait prendre ou ne pas prendre tel couple ou dans telle situation. Et en fait, l'équipe médicale, les secrétaires, les sages-femmes, les aides-soignantes allaient se retrouver avec ces couples qui parfois peuvent les interroger, peuvent les bousculer, peuvent se demander pourquoi on a pris tel couple avec un monsieur qui a un certain âge, ou voilà, par exemple. Et donc, ça nous a permis en fait de travailler autour de ces questions ensemble, d'un point de vue éthique, pour que tout le monde, vraiment tout le monde puisse participer, c'est-à-dire que tout le monde puisse donner son avis, son point de vue, partager. Et ça a été... alors, on a commencé, ça fait une petite année, on a fait 3 expériences et ça a été extrêmement intéressant pour tous. Et je pense que ça a permis à tout le monde, en fait, de prendre un peu de hauteur, d'être capable de regarder les situations un peu autrement. Et je crois que c'est vraiment une excellente chose et c'est loin d'être terminé parce qu'on va continuer dans ce sens-là. On a 1001 questions encore à se poser au niveau éthique dans notre pratique et donc ça permet aussi à tous de pouvoir avancer sur ce sujet. Aurélia, merci. Ouais. Aurélia, est-ce qu'il y a des interventions, des questions ? Alors, il y a une personne qui dit un débriefing qui n'a pas lieu, alors des mois après, je ne sais pas s'il n'a pas lieu, mais seulement des mois après. Et un autre témoignage qui dit effectivement, souvent il nous est dit qu'il y aura une discussion de l'échec seulement après plusieurs échecs et qu'il ne faut pas s'en inquiéter et que le premier... Bon, voilà. Et la conclusion, c'est que le premier échec, effectivement, est déjà bien difficile, voilà, avant... Donc, j'imagine que cette personne souhaiterait qu'il y ait déjà un débriefing dès la première fois, puisque effectivement, ça peut aider à faire face Alors, je dirais qu'au-delà du débriefing, en fait, c'est souvent simplement de discuter de ce qui s'est passé, parce que souvent, des explications. Sur un seul échec, on n'est pas forcément, même nous, capables de dire pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était un problème de traitement, de qualité, etc. Donc, c'est très compliqué de faire une généralité sur un événement qui s'est passé une seule fois. Et donc, on ne va pas forcément pouvoir les rassurer en termes médicaux ou scientifiques, parce qu'on n'a d'abord pas si souvent que ça la réponse, en fait. Mais au moins simplement pouvoir discuter, même leur dire que ça s'est bien passé, parce que les patients, malgré tout, ils aiment bien aussi entendre que la réponse a été bonne, que les choses se sont bien passées, que voilà, ils sont contents, malgré tout, qu'on puisse aussi leur donner de bonnes nouvelles, entre guillemets, même si on n'est pas encore arrivé au but. Ils ont quand même une certaine conscience que, malheureusement, pour l'instant, ça ne marche pas à tous les coups et bon, on leur a essayé de leur faire comprendre les choses de cette façon. Donc, je pense que malgré tout, ce serait idéal et formidable de pouvoir vraiment les voir régulièrement. Donc, nous, on leur demande véritablement d'essayer de prendre rendez-vous au moins régulièrement avec nous. Et puis, quand on a vraiment un échec qui était inattendu, bien évidemment, on essaye de les voir rapidement après pour leur expliquer. Alors, on sait par exemple qu'à l'époque là, des réseaux sociaux, de WhatsApp, des SMS, etc., il y a une forte demande des patients pour avoir des échanges plus rapprochés justement avec les équipes médicales, d'avoir peut-être aussi un interlocuteur unique, ça revient souvent, ça, quelqu'un qui suit le dossier et qui du coup sait en fait où on en est, ce qu'on traverse à ce moment-là, etc. Comment est-ce qu'on fait l'une et l'autre, peut-être Élodie, est-ce qu'elle est ici comment est-ce qu'on fait avec cette demande? Est-ce qu'on répond oui à tout? C'est-à-dire, est-ce qu'on laisse
les patients sollicitaient énormément les équipes. Est-ce que c'est possible? On voit bien, nous, comme on est tout le temps à répondre à nos textos dans la rue, dans le métro, en faisant mille autres choses. Est-ce que c'est souhaitable, en fait? Comment est-ce qu'on accueille les patients aujourd'hui dans cette demande de plus de communication? C'est une bonne question. Je pense que aussi, c'est une réflexion aussi à titre personnel. Ça dépend comment on voit aussi quelle approche du soin on a, en fait, hein, à titre personnel. Pour ma part, j'essaye d'être le plus réactif, on va dire. Donc, c'est sûr, hein, ça me coûte en temps, mais j'essaye de répondre le plus rapidement possible à mes patients, donc que ça soit des hommes ou des femmes, hein, évidemment. Donc, en ce qui concerne effectivement les rendez-vous de suivi, on fait en sorte de les revoir rapidement. Parfois même, c'est à notre initiative. Après, effectivement, nous, on a créé un compte Instagram PMA Avignon sur lequel on poste des supports, surtout pas mal de photos, de vidéos pour expliquer un petit peu ce qui se passe au laboratoire, à titre informatif, évidemment. Les coulisses un petit peu du centre. Ça rassure en fait. Hein. Je crois que ce qui est important, je rejoins Catherine Rongière, c'est la rassurance. Hein. Ils ont besoin d'être rassurés. Donc le fait de voir comment on travaille au laboratoire, d'ouvrir un petit peu les portes du laboratoire, qui est souvent une boîte noire. Hein. Enfin, ils ne se rendent pas vraiment compte de comment ça se passe réellement. Ben, ça rassure les couples et surtout, ça crée l'alliance thérapeutique au final. Parce que c'est ça qui est important, hein. C'est qu'ils puissent avoir confiance dans l'équipe médicale qui les accompagne. Je crois que ça, c'est indispensable. Pour le succès de la tentative. Et donc oui, c'est vrai que nous, c'est vrai qu'ils ont un ou une gynécologue référent qui sera présent donc au moment du transfert. Pour ce qui est des biologistes, c'est pareil. Donc on est 2 à travailler dans le centre. Donc voilà, on voit tous les couples à 2. Et donc, chacune de nos patients. Donc ils ont toujours finalement un interlocuteur référent à qui peuvent envoyer un mail ou solliciter éventuellement via le compte Instagram ou autre support. Voilà. Catherine Rongière, comment on fait avec cette demande pressante des patients là? C'est difficile. Moi, je trouve que c'est très difficile. On a un gros centre. On fait la fécondation in vitro, du diagnostic préimplantatoire, du don d'ovocytes, du don de sperme. On est vraiment très sollicité, hein, vous pouvez imaginer. Alors, je pense d'abord, je voudrais quand même saluer mon équipe, hein, qui est formidable. Hein. J'ai des sages-femmes exceptionnelles, j'ai des aides-soignantes exceptionnelles, des secrétaires formidables. Donc, je veux dire, tout le monde accueille les patients. Donc, il y a le médecin référent du couple, mais il y a aussi toute la prise en charge autour, le sourire quand elles arrivent le matin pour faire leur écho, les explications de traitement pour les sages-femmes qu'elles peuvent solliciter par mail. On essaye de répondre au mieux. Alors, on ne peut pas forcément répondre du jour au lendemain, mais on leur laisse un petit temps de latence. Donc, il y a quand même vraiment un travail de toute l'équipe autour des patients et des patientes. Hein. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. On est vraiment dans une charte de qualité qui existe là. On est certifié depuis 2006. On travaille vraiment autour de ça. Donc, il y a vraiment un souci du patient permanent avec un parcours patient qui est vraiment très fort et qu'on améliore tout le temps. Nos questionnaires de satisfaction nous permettent de nous repositionner, de nous reposer des questions. On a mis en place un site internet. On a fait des vidéos là qui vont commencer pour l'explication de tout ce qui est la fécondation in vitro, qui pourront voir et revoir à l'envie. Et on va encore en rajouter au fur et à mesure. C'est difficile. On aimerait faire une foire aux questions qui soit beaucoup plus, pas personnalisée, parce qu'elle ne peut pas être personnalisée, mais sur vraiment des questions qui reviennent régulièrement. Oui, vous faites de l'éducation thérapeutique notamment. Alors, on n'a pas commencé, mais on va s'y mettre. On a une sage-femme qui est en formation pour ça. On a une psychologue qui est déjà formée. Et on va voir un peu comment on va pouvoir l'adapter pour la fécondation in vitro, qui n'est pas un traitement chronique, hein, il faut le rappeler, ce n'est pas un diabète. On a vraiment besoin d'avoir quelque chose dans le long terme. Mais malgré tout, on a des patients qui sont un peu perdus, un peu stressés, un peu angoissés par tout ça. Et je pense que ça peut être très intéressant. Et ça débouchera sûrement sur des choses présentielles, mais aussi en distanciel. La téléconsultation aussi a permis, je dirais, d'un peu de développer justement ces consultations un peu comme ça, un peu en urgence, dans des situations difficiles où on peut se permettre
de les voir. Alors, ça prend du temps quand même, mais eux, ça leur évite de se déplacer. On peut glisser ça facilement et ça permet aussi de pouvoir échanger avec des couples. Surtout quand des pays, par exemple, on a des couples qui viennent de toute la France, donc on ne va pas les déplacer pour pouvoir discuter avec eux. C'est trop compliqué pour eux. Donc, il y a plein d'outils, en fait, dont il faut qu'on se serve et il faut travailler tous ensemble. Et surtout, enfin, moi, je dois avouer qu'on a une équipe extraordinaire, quoi. Je suis biologiste, secrétaire, sage-femme. Les patients sont... Enfin, je veux dire, ils remercient autant leur médecin qui les a pris en charge que les sages-femmes qui les ont vus et qui les ont rassurés. On a de l'hypnose, on a... Ouais. Alors, attendez, on va y venir à la... Plein de choses, hein. Voilà. Aurélien, est-ce que les personnes qui assistent en fait à cette conférence ont envie d'intervenir là? Est-ce que c'est... Alors, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux témoignages ou de nouvelles questions. Peut-être qu'on aurait peut-être pu préciser ce qu'était l'éducation thérapeutique, parce que peut-être que c'est pas maintenant ou après. Mais je vais, si vous voulez bien, vous inviter en fait à entrer dans le dernier chapitre de notre conférence, enfin tel qu'on avait imaginé progresser comme ça, pour peut-être constater en fait dans tout ce qui vient d'être dit là que les patients, devenir patient, ça ne se fait pas très facilement, et qu'en fait les gens ont besoin qu'on les aide, en fait, qu'on les accompagne. Alors, ça ne veut pas forcément dire leur tenir la main pour entrer dans le cabinet du médecin parce qu'on est tout tremblotant, non. Mais ça peut être aider justement à comprendre comment fonctionne le traitement, comment optimiser les chances de réussite du traitement, en fait, en étant très pédagogue. Et je crois, Catherine Ronchère, c'était ce que vous vouliez dire à travers ce terme d'éducation thérapeutique, c'est comment, en fait, faire en sorte de comprendre au mieux le traitement pour lui donner toutes ses chances, quoi. Oui, alors c'est un peu, en fait, alors moi, j'y connais pas grand-chose, mais je pense qu'on est vraiment dans une situation où il y a, par exemple, pas mal d'erreurs de traitement, des patientes qui se trompent, qui ont peur ou qui savent pas trop, etc. Donc ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'on peut améliorer les choses. Donc on peut tout à fait leur donner les moyens, les techniques pour pouvoir s'en sortir. On a fait des petits films, par exemple, qu'on a mis sur le site pour qu'elles apprennent à mélanger des choses, pour qu'elles sachent comment se piquer, parce que c'était compliqué. Puis leur expliquer par téléphone, c'est pas parfois évident. Toutes nos patientes en démarrage de traitement, ont une explication de traitement avec la sage-femme qui leur explique quand même tout. À chaque fois, même pour les reprises, elle revoit aussi les sages-femmes en début de suivi. Donc, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont faites. Et je pense qu'on peut encore l'améliorer, c'est-à-dire on peut véritablement, et surtout pour les inséminations, autant on a beaucoup focalisé sur la fécondation in vitro, autant l'insémination intra-utérine a été un peu laissée pour compte et les patientes sont un peu laissées à elles-mêmes là-dessus. Et je pense qu'on pourrait beaucoup progresser à ce niveau-là pour... Oui, alors d'autres centres, c'est-à-dire on a, par exemple dans l'enquête que j'ai réalisée moi pour Cynthia Fleury, pour la chaire de philosophie à l'hôpital, j'ai pu en fait regarder un peu tout ce qui existait en France. Il y a par exemple des applis, il y a des moyens technologiques qui existent et qui sont une sorte de pas à pas comme ça d'entrer dans le traitement. Bon, pourquoi pas? Ça fait partie en fait des choses qui peuvent délester en fait les patients d'une part de stress qui est induite par l'emploi du temps extrêmement chargé, l'emploi du temps médical des patients qui vient se surajouter en plus à un emploi du temps professionnel. Enfin, tout ça rend complètement dingue, quoi. En l'occurrence, c'est pas facile, quoi. Et puis, il y a, Élodie Scalici, je crois que vous vouliez préciser des petites choses justement sur les façons d'accompagner et d'accompagner de façon globale, quoi. Toujours pareil, global, oui, c'est ça. Holistique, disent certains. Holistique, voilà, c'est ça. Donc pareil, donc on est parti donc de ce constat effectivement sur cette charge émotionnelle qui était importante, qui n'était pas souvent libérée. Donc un parcours où le corps est très difficile et le corps est malmené, d'accord. Donc c'est sûr, c'est une évidence. Donc on s'est posé la question de savoir comment on pouvait améliorer
cet accompagnement. Et il y a eu plusieurs événements qui se sont synchronisés. Donc déjà une demande forte de la part des patientes et des thérapeutes, donc spécialisés en médecine douce et en pratique donc complémentaire, qui sont venus me rencontrer en fait dans le centre pour m'expliquer qu'elles voyaient donc déjà certaines patientes qu'on suivait donc en PMA. Et donc, en fait, on s'est retrouvés plusieurs fois, on a fait des groupes de travail successifs. Et est né, donc là, c'est tout récent, je suis assez fière, une association, un collectif. Donc, on a appelé Un Nouveau Souffle PMA, qui regroupe donc 6 thérapeutes. Et la particularité, c'est que c'est donc unique en France parce que ces 6 thérapeutes vont proposer justement aux patients qui sont en parcours PMA des journées découvertes, donc des approches complémentaires et médecine douce, donc dans l'accompagnement de ce parcours. Donc ce collectif, il regroupe une art thérapeute. Je vais toutes les citer, ça vous dérange pas? Allez-y, une art thérapeute, donc Laurence Martano. Donc une danseuse professionnelle et yogini, Natacha Liège, donc qui propose du yoga hormonal et de la danse de l'aide. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une danse libératrice thérapeutique. On a aussi donc une ostéopathe qui fait partie du collectif qui s'appelle Coralie Ferrière, une sophrologue donc qui est Aurélie Pratt, une naturopathe, Stéphanie Niraman, et pour finir, donc une nutritionniste, docteur en pharmacie et spécialisée en micronutrition, donc c'est Julie Ruth. Donc, l'idée, donc pourquoi Un Nouveau Souffle, c'est de se redonner un nouveau souffle dans ce parcours. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile. Proposer un accompagnement complémentaire. Donc, complémentaire donc, du parcours purement médical, donc c'est venir en soutien au final. Et c'est essayer de se libérer, apporter donc de la bienveillance dans ce parcours. Et donc, on va proposer une première journée aux patientes donc, sur Avignon le dimanche 14 novembre de 9h à 17h30. Vous avez une oui, actualité. Donc, dimanche 14 novembre, on a déjà quelques inscrites, mais il nous reste vraiment quelques places. 14 novembre de 9h à 17h30. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est par mail. Vous envoyez un petit mail, c'est unnouveausouflepma@gmail.com ou sur le compte Instagram de l'association Un Nouveau Souffle PMA. Alors, mais au quotidien, ils le disqualifient. Est-ce que ces professionnels de l'accompagnement qui apportent donc du soutien, effectivement, Aurélia et moi, on est sophrologues par ailleurs et on sait bien en fait comme les corps sont douloureux et les âmes dans ces parcours. Mais est-ce que les intervenants sont à l'intérieur du centre ou est-ce que les gens les consultent à l'extérieur? Comment est-ce que vous avez articulé Alors, elles ont chacune leur cabinet, leur individualité, mais donc on propose une liste lorsqu'on envoie le mail pour justement la préparation du dossier. On envoie une liste avec le nom de ces praticiennes. Et donc, voilà, l'idée, c'est justement de proposer ces journées pour que ce soit plus lisible, en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passait souvent, c'est que les patientes, elles étaient un peu livrées à elles-mêmes. Elles ne savaient pas vers quel thérapeute se diriger. Et il y avait quand même un souhait qu'on les oriente, qu'on les guide. Voilà. Après, ça peut ne pas bien se passer avec un thérapeute et voilà, ils peuvent changer effectivement parce que chacune, elles ont leur réseau, donc elles peuvent orienter et elles peuvent aussi orienter entre elles. En fait, si elles voient, si elles jugent qu'il y a besoin, je sais pas, une approche plus psychologique, même orientée vers la psychologue clinicienne qui travaille avec nous. Donc tout est lié en fait, tout est imbriqué, d'accord. Voilà, c'est vraiment pour justement apporter de la bienveillance dans ce parcours et une approche toujours pareille. Oui, et pouvoir globale. Se ressourcer aussi en cours de ressourcer, exactement, se libérer. En fait, parfois dans ces voilà. parcours. Et l'idée, c'est effectivement d'initier, de faire découvrir finalement ces approches aux patientes sur ces journées et avec des ateliers. Donc, elles ont accès à 4-5 pratiques sur la journée. Donc, ça permet vraiment d'avoir un panel. Aurélia, est-ce que ces propositions font réagir les gens qui nous écoutent? Alors, j'ai eu beaucoup mais je suis en train de redescendre. Forcément sur ces propositions. On a eu...
Alors, pas forcément sur ces propositions, mais par rapport aux applications dont on a parlé tout à l'heure, donc il y a Pauline qui parlait donc à Suresnes, à Foch, que Wistim avait été mise en place et qu'elle disait que c'était un super outil. Et elle se posait la question de à quand la généralisation de cette appli ou des applis équivalentes dans les autres centres. Donc, voilà. De notre côté, on l'utilise. Aussi. Nous, on l'utilise pas parce que c'est payant et que toutes nos patients ne peuvent pas le payer. Donc, on essaye de voir si on peut pas essayer d'avoir quelque chose de gratuit pour tout le monde. Ouais. C'était compliqué aussi pour les sages-femmes et les médecins de savoir à qui il fallait répondre sur l'appli, à qui il fallait envoyer par mail ou téléphoner. Donc, on l'a fait, on a essayé, mais c'était vraiment très compliqué. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose qui soit accessible à tous, on peut le faire parce qu'avec nos logiciels, on pourrait essayer d'avoir quelque chose qui soit accessible à tous. Donc, on va s'organiser. Vous y travaillez. Mais pour l'instant, là, les applis sont... L'idée, c'est qu'on a plein d'outils. On a plein d'outils qui peuvent être mis au service de la discipline. Donc, l'idée, c'est de proposer, puis ensuite, les patients disposent. Un petit peu comme ça qu'on voit les choses. Aurélia, est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non. Alors, Non, sur ce sujet-là, il y a... Ou sur d'autres sujets. Oui, je suis en train de... ouvrir maintenant le débat plus largement, un peu à bâton rompu pour les minutes qui nous restent. Alors, je vais simplement, les derniers témoignages, c'était donc par rapport à ce que le professeur Rongière, quand elle parlait de son équipe, au moment où elle parlait de son équipe, quelqu'un qui dit le sourire du personnel, c'est très important dans ce parcours. Donc, on voit effectivement que ça prend de la place. Sindra qui écrit pour reboucler avec la place des hommes. Un point important est aussi d'impliquer le partenaire dans ce traitement, notamment les injections, voir à quel moment prendre les médicaments, les choses comme ça, qu'il soit finalement acteur à deux. Copilote, voilà. Et voilà, puis là, il y a un nouveau message. Alors, un nouveau message sur un autre sujet qui n'a pas été abordé, mais sur la loi, la loi travail, dans le cadre de la PMA. Donc, la loi nous permet de s'absenter pour les examens dans le cadre de la PMA. Or, on n'a pas toujours envie de parler de notre parcours à l'employeur, peur de perdre notre boulot. Voilà, quelque chose qui vient se rajouter sûrement à la difficulté d'organiser le parcours. Alors, j'ai souvent des patients qui me répondent ça. Donc, d'abord, ils ne sont pas obligés de le dire à tout le monde. Ils peuvent le dire qu'en fait, à leur N+1, ça suffit. Ils n'ont pas besoin de raconter leur vie à tous. Et dans le cadre de la loi aux ressources humaines. Oui, enfin, a priori, je ne sais pas comment les ressources humaines s'organisent, mais en tout cas, c'est le N+1 qui gère, visiblement. Et que... alors, parfois, il y a des situations conflictuelles avec le N+1, je ne dis pas le contraire, mais globalement, finalement, et les patients, malgré tout, même s'ils hésitent au départ, vous disiez que c'était compliqué de s'avouer patient, mais c'est ça, en fait. C'est aussi de se dire, il va falloir que je dise au monde que j'ai du mal à être parent et que ça, c'est compliqué aussi à accepter. Ceci étant, il y a tellement de stress pour ces femmes quand elles doivent s'organiser pour venir faire les échos, faire les ponctions, faire les prises de sang, etc., que quand elles arrivent à pouvoir le dire et à pouvoir, je dirais, justifier de ce qui se passe et d'être pris en charge parce qu'il y a une vraie raison d'être prise en charge, et finalement, ça les soulage déjà d'un stress en moins, parce que c'est vraiment compliqué. Pour les hommes aussi, chacun, alors il y a toujours un ou deux qui s'arrangent un petit peu à sa sauce, mais au final, je trouve que finalement, nous, on a fait une feuille un certificat de présence où on explique la loi et je leur dis, votre patron ne peut pas vous l'interdire et je n'imagine pas qu'il ait pu y avoir des licenciements à cause d'une prise en charge en AMP, mais que ce soit exprimé, en tout cas si c'est le cas. Et c'est vrai qu'il faut surtout leur dire qu'il ne s'agit pas de l'annoncer à l'entreprise entière, quoi. Voilà, ça c'est important. C'est vrai qu'on a besoin souvent de complices en fait à l'intérieur de nos équipes. Alors ça peut être plus officiel que ça, mais parfois on a juste besoin de pouvoir compter sur
l'un ou l'une qui sait en fait ce qu'on vit et qui peut comme ça nous aider aussi. Il y a le fait de s'absenter, il y a aussi le fait de revenir, quoi. On revient au travail avec l'idée un peu coupable qu'on s'est absenté, que des choses se sont passées pendant qu'on n'était pas là. Bon, et on est toujours en fait comme ça dans un état nerveux un peu compliqué. Et pouvoir compter sur des personnes relais comme ça à l'intérieur de nos entreprises, de nos boulots, souvent c'est précieux. Oui, puis surtout, moi, j'ai eu la réflexion de plusieurs patients qui m'ont dit, mais en fait, moi, j'ai envie d'annoncer que je suis enceinte comme n'importe quel couple qui annoncerait un jour qu'ils attendent un enfant. Et donc là, le fait de devoir raconter l'histoire d'avant, ça ne les met plus du tout dans cette situation-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, je ne dis rien, mais le jour où j'annoncerai que je suis enceinte ou qu'on attend un enfant, on le fera comme n'importe quel autre couple qui le fait dans son lit et qui ne dit pas, c'est ce soir, le grand soir, quoi. Donc, c'est vraiment... Il y a aussi de ça, qui n'est pas uniquement du... Il y a aussi beaucoup d'intime dans tout ça. Donc, c'est vraiment... Ouais. Vous me tendez une perche, en fait, Catherine Rongière, pour rappeler, parce que c'est un sujet qui nous importe aussi beaucoup au sein du collectif, que parfois on attend longtemps et puis ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il y a des couples, malheureusement, qui vont sortir des parcours sans enfants. On a des groupes de parole, nous, au sein du collectif PAMP, là-dessus, parce que c'est quelque chose de finalement tellement difficile à vivre qu'on le tait encore plus, quoi. C'est-à-dire, avoir traversé ce qu'on appelle de manière éculée le parcours du combattant pour finalement aboutir à une grossesse et la naissance d'un enfant et en être très heureux, bon, tant mieux, l'histoire se termine bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et dans ce cas, devoir faire avec cette réalité et sans pouvoir annoncer l'issue heureuse, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on se dit que dans ces accompagnements nécessaires, on pourrait en fait, pour donner un sens à l'AMP, assistance médicale à la procréation, sigle dont les gens ne se sont pas tant que ça emparés, à part les patients et les médecins, ça serait peut-être de faire en sorte de décliner ça autrement, en accompagnement multiple à la parentalité, pour donner un petit peu la dimension du projet de vie que ça représente, en fait, tout ça, et de la nécessité d'être plus vaste qu'au-delà de la question strictement médicale qui vous concerne, bien sûr, vous êtes médecins toutes les deux, mais qui va aussi au-delà de ça. Et d'autant plus aussi pour les femmes qui parfois ont eu un enfant à l'issue d'un parcours de PMA, mais ça a été une telle épreuve qui a duré tellement longtemps qu'en fait, l'arrivée de l'enfant, c'est comme un séisme. Elles en sont très heureuses, bien sûr, mais ça secoue tellement, en fait, qu'il peut y avoir des décrochages professionnels à la suite de ça. La naissance à l'issue d'un parcours de PMA ou la non-naissance sont des événements sur la durée qui ont besoin d'être accompagnés de façon plus ample, plus longue, plus complète. Alors, est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose? Parce que, évidemment, bien sûr, vous avez raison. D'ailleurs, même la naissance sans parcours de PMA, ça peut être un séisme. Oui. Mais c'est juste que, quelque part, les patients, ils ne sont pas toujours prêts à entendre. C'est-à-dire, vous pouvez... nous, on leur propose beaucoup de possibilités, et en particulier la prise en charge avec un psychologue, par exemple, que ce soit au sein de notre service ou à l'extérieur. Et en fait, il y a quand même une sorte de... Il y a un chemin qui se passe au départ. On vient pour faire un AMP, finalement, on pose ça, on est très content. Tout à coup, ça va fonctionner. On a enfin trouvé le poteau rose, ou si on ne l'a pas trouvé, on a au moins trouvé une solution. Et puis, c'est les échecs qui vont se répéter, les patients vont commencer à se rendre compte que ça ne va pas être forcément si simple que ça, la solution n'a pas forcément été trouvée. Et donc, tout à coup, ce qui ne leur paraissait pas utile, parce qu'ils pensaient qu'ils en discutaient suffisamment avec leurs amis ou avec leur famille, ou que non, les choses étaient claires et que la FIV leur apportait comme ça une sorte de lumière au bout du tunnel,
eh ben, ils se rendent compte que finalement, c'est pas tant que ça, que ça a remué beaucoup de choses, parfois beaucoup de choses dans le couple aussi. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils nous demandent ou qu'ils ont envie de voir un psychologue, mais pour autant, on leur en avait déjà parlé d'une prise en charge, on leur avait déjà parlé d'autre chose, mais ils n'étaient pas prêts à l'entendre ou à le faire. Donc, il y a aussi un temps pour ces patients, pour une évolution, et tout ne peut pas se faire en même temps. Je pense qu'ils ont aussi besoin, voilà, comme dans l'annonce d'une maladie grave, on a des réactions et des périodes, et on n'est pas prêt à pouvoir tout de suite être dans la résilience. Et voilà, peut-être certains en sont capables, mais pas tout le monde. Et en AMP, c'est un peu pareil pour d'autres raisons. Je trouve que véritablement, et dans le parcours qui est difficile, et ça, je le conçois très, très bien. Moi, j'ai des patientes, elles sont à la fois contentes de venir à l'hôpital avec leur enfant, et en même temps, elles me disent, dès que j'arrive chez vous, j'ai une angoisse qui m'attrape comme ça, alors que ça a fonctionné. Hein, donc, je veux dire, c'est vraiment… Mais ça laisse des traces, ces parcours. C'est justement ça. Élodie Scalici, vous vouliez peut-être dire quelque chose en complément? Par rapport au parcours, c'est sûr, hein, c'est un cheminement. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même qu'il y ait, ce que je disais tout à l'heure, différents outils à la disposition des patients et qu'ils puissent, que ça soit lisible, facilement accessible pour eux et qu'ils puissent comme ça décider. Et on revient sur cette idée de souveraineté en quelque sorte. Je reprends le terme de la naturopathe avec laquelle je collabore, d'être vraiment partie prenante dans son parcours, pas laisser juste son corps à la médecine, mais reprendre les rênes. Être acteur du parcours. Être acteur de sa santé, donc c'est primordial. Et ça passe donc du coup par la possibilité d'avoir accès effectivement à différents outils. Donc ça peut être des approches complémentaires, ça peut être effectivement un suivi psychologique. Voilà, tout ça doit être à disposition, à mon avis, des patients et facilement accessible. Et ça passe par la communication, donc en consultation évidemment. Mais pas que, voilà. Il y a d'autres supports, je pense, qui permettent de faciliter la communication à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, l'infertilité, ça reste quand même un sujet tabou. Les couples ont du mal à en parler à leur entourage, sur leur lieu de travail. Mais il y a quand même, il faut le préciser, une ouverture à ce niveau-là. Sur les réseaux, il y a une communauté très importante de patients, donc patientes et patients, donc vraiment des couples qui partagent leur expérience, leur parcours. Il y a vraiment de la bienveillance entre tous ces couples. Il y a aussi ce qu'on appelle des influenceuses, effectivement, qui, je pense à Baby Hop, qui va d'ailleurs participer à notre journée, mais il y en a d'autres qui, justement, essayent d'aider les patientes dans leur parcours. Et ça passe donc par cette communication via les réseaux. Donc voilà, on est en 2021, donc voilà, tous ces outils. Voilà, à partir du moment où voilà, c'est bienveillant, il y a véritablement un échange constructif et ça peut aider, ça peut soutenir. Je pense que voilà, ça peut vraiment, cette communication et cette accessibilité pour faciliter le parcours, ça peut passer. L'entraide, en fait. L'entraide, exactement. Aurélia, est-ce que les gens qui nous regardent ont envie d'intervenir une dernière fois? Je crois qu'on arrive en fait au bout de notre conférence. Oui, alors je vais reprendre ce qui a été écrit depuis tout à l'heure. Alors il y a Marine qui, par rapport à la discussion un peu avant, la place des patients experts n'est pas faite dans la MP. Avoir un interlocuteur qui connaît le ressenti réel serait un atout considérable comme dans d'autres disciplines. Donc ça rejoint un petit peu quand on évoquait un peu l'éducation thérapeutique. Et après, pas mal de témoignages finalement sur l'AMP et le travail. C'est quand même difficile. La loi est là, mais entre ce que la loi nous permet et ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire, donc c'est difficile quand malgré le certificat, l'employeur demande que le centre note l'arrivée, le départ. On se sent un peu pisté. Il y a une autre personne qui effectivement
dit aussi, c'est aussi prendre le risque de subir des remarques indélicates de l'entourage, voilà, professionnel, qui personnel. sont harcelés sur leur lieu de travail, qui le relatent, donc ça crée vraiment un stress supplémentaire. C'est ça. Et pas que sur leur lieu de travail, il y a parfois des indélicatesses familiales. Oui, là, c'est ce qui est créé. Il y a des mamans qui disent des choses, des cousines, des sœurs, qui sont vraiment... C'est pour ça que parfois, elles n'en parlent plus du tout. Oui, et on en revient un peu à ce qu'on disait en fait en introduction, c'est que cette PMA, tout le monde s'autorise à avoir un avis dessus sans forcément bien savoir ce que vivent en fait les patients, quoi. Exactement. Voilà. Moi, je vous invite maintenant peut-être peut-être à conclure cette rencontre. Aurélia, si tu n'y vois pas d'inconvénients, je pense qu'on peut peut-être envisager de se saluer, de vous remercier. Merci à vous. Élodie Scalici, Catherine Rongière. Merci de nous avoir qui nous ont écoutés. Oui. On peut remercier aussi le laboratoire Gédéon Richter qui nous a aidés d'un point de vue technique là, à faire en sorte que tout ça roule bien. Et puis, la semaine se poursuit. Il y a des conférences en fait toute la semaine jusqu'à samedi inclus. Puisque les conférences BAM, c'est toute la semaine et on a une semaine en commun avec Magic Maman et des conférences qui se tiendront aussi toute la journée. On retrouvera ici et là quelques-uns qu'on aura croisés pendant la semaine de BAM et quelques-unes. Et puis, grand merci de nous avoir accordé du temps, d'avoir accepté ces échanges avec nous. C'est toujours un grand plaisir. Et bonne continuation. Merci à vous aussi de nous avoir accueillis ce soir. Merci. Merci à tout le monde.